L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Réfugiés, l'Europe se désintègre, c'était le titre du Monde samedi, au lendemain d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union qui a tourné à la foire d'Empoigne. Au-delà de l'accueil des migrants qui, quoi qu'en pense le monde, suscitent des sentiments mitigés de Brest à Varsovie, les peuples de la Nouvelle Europe, comme disait Ronald Rumsfeld, semblent engagés dans un processus de sécession mentale qui les éloigne du monde démocratique dont ils ont tant rêvé, au point qu'ils comparent parfois la tutelle de Bruxelles à celle autrefois exercée par Moscou. Le grand public a appris à connaître le nom de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il ne devrait pas ignorer très longtemps celui de Jaroslaw Kaczynski. C'est comme ça qu'on prononce, Alain Finkielkraut. Je crois, oui. L'ancien président polonais, fondateur du parti Droit et Justice et Deus ex machina de la politique polonaise. Après les ennuis de Lech Walesa, accusé par le pouvoir d'avoir collaboré avec le régime communiste, le président Andrzej Duda envisage de retirer l'ordre national du mérite à l'historien Jan Gross, connu pour ses travaux sans complaisance sur le passé polonais. Alors, vous qui avez tant aimé cette autre Europe, vous qui avez dirigé le messager européen, vous nous direz ce que vous inspire cette évolution. Et nous reviendrons ensuite en France pour parler encore une fois de l'état de santé intellectuelle de la gauche, mais malheureusement pas de la gauche Finkielkraut, de la gauche Aubry. Alors, commençons par la Pologne. 80 000 personnes ont manifesté hier à Varsovie à l'appel du comité de défense de la démocratie, au slogan, en criant notamment les slogans de Walesa, notre héros. Selon des documents publiés par l'Institut de la mémoire nationale, le 22 février, je crois, l'ancien chef de Solidarność aurait collaboré avec la police politique de 1970 à 1976 et ces accusations ressortent au moment même où on envisage de retirer sa décoration à Jan Gross. Alors, Alain Finkielkraut, est-ce que la démocratie polonaise est en danger ? Est-ce que les ennuis de Lech Walesa vous inquiètent ? Oui, il m'inquiète, parce qu'on ne sort pas du communisme en faisant le procès des prétendus collaborateurs du communisme. On perpétue précisément l'esprit du procès inauguré en Europe par le communisme. Et il faut avoir perdu toute intelligence de ce moment de l'histoire pour traîner Lech Walesa, le leader charismatique de Solidarność, devant le tribunal de l'anticommunisme. Ceux qui croient rompre spectaculairement avec une période heunie sont ses fidèles continuateurs. Ceux qui croient se souvenir sont frappés d'amnésie. Sous le communisme, état de surveillance généralisé, il n'y avait pas que la répression et la dissidence. Il n'y avait pas que les victimes et les persécuteurs. Il y avait le modus vivendi de la réalité quotidienne. Il est vraisemblable, il est même évident pour tous ceux dont le cœur ne s'est pas complètement séparé de la tête que Bolek, oui, c'était le pseudo de Lech Walesa, oui. Que Bolek jouait au chat et à la souris avec les services secrets, qui leur distillaient des informations sans importance. Ce qui tend à occuper de nos jours le champ de la mémoire, c'est, comme le remarquait douloureusement Primi Levi, le manichéisme échevelé, la répugnance juvénile aux complexités de l'existence. Mais question, est-ce qu'il n'est pas tout de même un peu dangereux, si vous voulez ? Vous me dites, il jouait au chat et à la souris. Après tout, je veux dire, Lech Walesa peut s'expliquer. Il l'a fait d'ailleurs. Il l'a fait. Non, mais il l'a aussi fait dans le monde, oui. Plus récemment. Je pense qu'il a dû le faire. Je suppose qu'il l'a fait en Pologne. Or, au même moment, si vous voulez, on dit aux Polonais, regardez votre passé en face. Que ce qu'a fait Walesa est certainement pas du tout répréhensible, mais est-ce qu'il faut, disons, s'offusquer de ce qu'on ressente le passé ? Non. Voilà. Le problème, est-ce qu'on en est capable aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ? Je crois au contraire que le désir de simplification l'emporte sur la volonté de comprendre. Et que reste-t-il alors du communisme ? Milan Kundera a donné la réponse dans Les Testaments trahis, un souvenir des atrocités chantées par une chorale d'enfants.
Le tribunal... Enfin, dont il a été lui-même, dont Milan Kundera, chorale d'enfants qui s'en est pris aussi à lui. Hein. Oui, en effet. Et le tribunal polonais était communiste naguère. Il est désormais nationaliste. Ce qui est visé à travers Wałęsa, c'est Geremek, c'est Michnik, c'est Mazowiecki, et leur défaut de polonité. C'est-à-dire, ce sont des juifs. Pour une partie d'entre eux. Pour une partie d'entre eux, pas Mazowiecki. Oui, pas Mazowiecki. Leur défaut de polonité. Et j'en viens à ce que vous sous-entendez, le procès du grand syndicaliste coïncide significativement avec celui d'un grand historien, Jan Gros. Le gouvernement d'Andrzej Duda projette de retirer l'ordre du mérite à ce professeur américain d'origine polonaise. Il avait reçu, Jan Gros, cette récompense en 1996 pour son rôle précisément dans la dissidence. Mais il a publié depuis Les Voisins, un livre retentissant sur un massacre de juifs commis par des Polonais à Jedwabne le 10 juillet 1941 et qui fit quelques 1500 victimes. Et c'est à Jedwabne que s'est incliné d'ailleurs le président polonais de l'époque, qui était qui d'ailleurs, je ne sais plus qui c'était, enfin bref. Kasniewicz. Oui, Kasniewicz, voilà. Avec des mots très forts, en disant en gros qu'il y avait aussi une honte, qu'il y avait des moments glorieux dans l'histoire polonaise et qu'il y avait aussi la honte de Jedwabne. Pardon, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Il y a eu un petit bug dans le studio. J'espère que ça ne se reproduira plus. Voilà. Donc, mais ce président, c'est intéressant, il appartenait au parti post-communiste. Et donc, il est considéré, évidemment, par les représentants, les porte-parole actuels de la polonité, à l'égal de Wałęsa, comme un traître. Mais justement, Jan Gros, donc, écrit Les Voisins. Les voisins, non les nazis. Gros montre que l'antisémitisme polonais n'avait rien perdu de sa virulence sous l'occupation allemande et qu'à Jedwabne, comme dans d'autres villes ou villages polonais, cette occupation lui avait même donné la possibilité de se déchaîner avec une frénésie meurtrière. Alors, la remise en question de l'histoire officielle d'une nation victime a profondément remué la société polonaise. Elle a provoqué des débats passionnés dans les médias comme dans les maisons. Et je crois que vous en aviez fait même vous-même un signe, en quelque sorte, de l'entrée de la Pologne dans l'Europe démocratique, c'est-à-dire cette capacité de remettre en question et d'affronter les pages les plus noires de son histoire. Voilà. Et d'ailleurs, Anna Bikont, journaliste de Gazeta, a rendu compte de ce débat passionné dans un livre traduit en français, Le crime et le silence. Elle relate par exemple une conversation avec Jacek Kuron, l'un des principaux intellectuels de la dissidence. Jacek raconte sa première journée à l'école pendant la guerre à Lvov. Sa famille venait de déménager. La ville natale de votre mère. Voilà. Sa famille venait de déménager. Il ne connaissait personne dans sa classe. L'institutrice a dit que c'est bien qu'il n'y ait plus de juifs. Les enfants aussi étaient contents. Tout le monde a ri. Il n'a pas osé réagir. Ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir protesté à ce moment-là m'a poussé à résister toute ma vie, dit Couronne. On apprend aussi dans le livre d'Anna Bikont que Wałęsa s'est emporté contre Jan Gros. Je le cite. On fait beaucoup de bruit autour du fait que quelqu'un a écrit un livre et gagné un peu d'argent. Combien de juifs ont travaillé à la sécurité en assassinant des Polonais? Aux juifs, on n'a pas aucun juif, n'a présenté d'excuses. Et Wałęsa a dit ça? Wałęsa a dit ça. Il est super, votre héros. Il s'alignait sur les positions de Monseigneur Glem, primat de Pologne. Les Polonais
aussi ont subi des préjudices, ils ont souffert à cause des Juifs, entre autres à l'époque de l'introduction du communisme en Pologne. J'attends, c'est toujours Monseigneur Glen qui parle, que la communauté juive fasse un examen de conscience et se décide à demander pardon aux Polonais pour ces crimes. Et je vous rappelle que dans les années, je crois, en 68 et 70, Oui, il y a eu l'université polonaise a expulsé à peu près tout ce qui restait de Juifs. Elle a été vidée de ses Juifs par effectivement une sorte de pogrom à sec organisé par le pouvoir polonais. Votre déclaration de Wałęsa fait un peu froid dans le dos. Oui, mais justement, Wałęsa et Gross se retrouvent aujourd'hui dans le même box. À l'un comme à l'autre, la pure polonité demande des comptes. Et au même moment, le ministre de la Culture croate, Zlatko Hasenbegovic, fait l'éloge d'un dignitaire de la Waffen-SS, Hussein Efendi Zozo, et proclame que la seule victoire dont puisse se prévaloir la Croatie après-guerre est l'accès à l'indépendance en 1991. 1945 fut une défaite parce que la Croatie alors a été engloutie dans la Yougoslavie communiste. Hasenbegovic... on peut penser ça, il y a certainement des Croates qui pensent ça sans être nazis ou fascistes. Oui, enfin, c'est quand même très grave de dire que 1945 est une défaite alors que c'était quand même la fin de l'État indépendant de Croatie. Mais justement, Hasenbegovic est musulman et il taxe d'islamophobie tous ceux qui, en Croatie, ils sont nombreux, et ailleurs, sont scandalisés par sa nostalgie pour l'État Ustashi d'Anton Pavelić. Alors, il n'y avait certes pas d'équivalent polonais à l'oustachisme, ce grand moment d'amitié croato-musulmane, mais ce qui rapproche aujourd'hui la Croatie et la Pologne, c'est la posture victimaire, c'est l'installation dans l'innocence, l'idée que le mal vient toujours d'ailleurs, qu'il est extérieur à soi, qu'il est ce qu'on subit, jamais ce qu'on peut faire. Et vous auriez pu citer la Hongrie. Je ne sais pas très bien ce qui se passe en Tchéquie et en Slovaquie, mais en Hongrie aussi, on a un durcissement des lois sur la presse, des Juifs qui sont plus ou moins virés de l'université, etc., etc. Oui, et ceux qui ne pensent pas ainsi, en Hongrie, en Croatie ou en Pologne, sont de mauvais Hongrois, de mauvais Croates, de mauvais Polonais. Alors quand même, on ne peut pas passer sous silence le fait que dans ces trois pays, nous avons affaire à des gouvernements élus parfaitement démocratiquement. Alors j'ai deux questions à ce sujet. La première, c'est peut-être très vite. La première, c'est quand même la question de l'antisémitisme et de sa survivance en Pologne. Qu'en savez-vous qu'en pensez-vous, Alain Finkielkraut? Alors je ne sais pas. Je pense que je l'ai dit, les révélations de Jan Gross ont provoqué un débat très passionné en Pologne. J'ai cru à un moment donné que finalement c'est la conscience critique qui avait remporté la victoire. Les choses ne sont pas aussi claires, on le voit très bien aujourd'hui. Les partisans, c'est les défenseurs de la pure polonité, voient la Pologne comme une nation victime du nazisme, victime du communisme. Il n'y a pas de place pour une réflexion sur l'antisémitisme polonais. Et je crois que c'est effectivement cette vision des choses qui, aujourd'hui, est au pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que toute la société adhère à cette vision. Mais par exemple en Croatie, est-ce que vous savez si le régime Ustashi a des défenseurs au-delà de groupuscules, disons... et malheureusement, oui, puisque... Et du ministre de la Culture. Est-ce que vous savez si ce passé-là a beaucoup de défenseurs en Croatie? Je sais pas, j'ignore si vous le savez. Non, ce que je sais, simplement, c'est que en Croatie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale, il est très difficile de prendre en charge ce que Elisabeth de Fontenay avait appelé autrefois les deux douleurs de l'Europe. L'anticommunisme est tellement fort en Croatie que l'antifascisme est passé sous silence ou bien même critiqué en tant que artifice idéologique
du communisme lui-même. C'est cela, si vous voulez, qui rend très difficile en Croatie un discours véritablement critique sur ce qui s'est passé entre 1940 et 1945. Alors, vraiment, la dernière question, mais pour la plupart des commentateurs, si vous voulez, cette montée des affects que l'on nomme populistes et le refus des migrants sont les deux faces du même phénomène, c'est-à-dire les phénomènes, le durcissement politique, si vous voulez, qu'on voit avec Droit et Justice en Pologne, qu'on voit avec Orban, et le refus des migrants. Alors, est-ce que c'est votre avis, ou est-ce que, dans le fond, la pression migratoire est l'une des causes de la montée, si vous voulez, de ces partis dits populistes, ou est-ce que c'est plutôt le contraire ? Non, je crois qu'on ne peut pas raisonner comme cela, si vous voulez. L'Europe occidentale a voulu... elle s'est conçue, en quelque sorte, comme l'antidote de l'Europe qui a enfanté le monstre nazi. Et donc, elle a mis un point d'honneur à ne pas se définir. Elle ne veut toujours pas dire nous, parce que dire nous, c'est eux, et c'est entrer dans l'engrenage de l'exclusion. Donc, elle, si vous voulez, elle se défait de son propre héritage civilisationnel, elle le fuit, cet héritage, dans des valeurs universelles. L'Europe centrale a connu, en effet, une autre expérience. Elle a été, comme l'a dit Kundera, un Occident kidnappé. Elle a été une Europe engloutie. Dès lors, elle n'a pas honte de son identité, elle la défend. Et c'est un conseiller de Václav Havel qui a dit un jour qu'il ne voulait pas, un ancien conseiller de Václav Havel, qu'il ne voulait pas que la République tchèque devienne la Marseille de l'Europe centrale. Ah bon, lui aussi ? Oui, lui aussi. Donc, cette Europe parce que Viktor Orban a dit exactement la même chose. Hein. Cette Europe voit la France se désintégrer. La France, pour elle, devient non un modèle qui fait envie, mais un véritable repoussoir. Elle veut éviter pour elle ce destin, et je ne me crois pas en droit de la blâmer. Donc, il ne faut pas tout confondre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui nourrit peut-être le vote pour ces partis, c'est aussi, si vous voulez, dans le fond, peut-être que les Polonais, ou une partie des Polonais préfèrent voter pour un parti de l'ordre, même s'il n'est pas tout à fait selon leurs vœux, que pour les partis qu'ils assimilent. Vous avez raison, ça peut jouer, mais vous voyez aussi que d'autres pays, d'abord, ce sont parfois des gouvernements sociaux-démocrates qui ont la même attitude, et voyez aussi ce qui s'est passé, par exemple, au Danemark, où il y a une sorte de consensus de la classe politique pour fermer les frontières, ou en tout cas pour refuser la submersion migratoire. Eh bien, sans doute allons-nous en parler dans la deuxième partie de cette émission. Je ne sais pas, Alain Finkielkraut, si vous qualifieriez Martine Aubry de populiste, mais elle n'y est pas allée de main morte. Mercredi, pendant que le président de la République essayait de faire bonne figure avec des colliers de fleurs de Polynésie autour du cou, ce qui n'est pas si facile, la maire de Lille signait une tribune au vitriol avec un certain nombre de personnalités du PS, mais aussi avec Daniel Cohn-Bendit, Axel Kahn et quelques autres. Pardon. Daniel Cohen, notamment. Oui, Daniel Cohen. Alors, intitulé « C'est un affaiblissement de la France qui se prépare », ce texte s'en prend à la réforme du Code du travail, estimant qu'elle est la poursuite du pacte avec le MEDEF, c'est-à-dire le diable, de janvier 2014. Ce texte parle aussi de la déchéance de nationalité. Et enfin, il parle de ce que la maire de Lille appelle l'indécent discours de Munich sur les réfugiés. Interpellant le Premier ministre, donc il a prononcé, Martine Aubry estime qu'Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe. Alors, je ne sais pas par quoi vous vouliez commencer, par Angela Merkel ou par la loi El Khomri, Alain Finkielkraut. De la loi El Khomri, je ne dirais que quelques mots. Alors, allons-y. Je ne veux jamais m'aventurer au-delà de ma compétence. Ce que je sais ou ce que je crois savoir, c'est que pour encourager un chef d'entreprise à embaucher, il faut lui permettre de licencier sans trop de dommages. C'est ce à quoi vise ce plan El Khomri. Peut-être le fait-il de manière très maladroite, mais la réaction, si vous voulez, des représentants
des salariés et d'une gauche qui vise aussi à le représenter, témoigne de ce que Denis Oliven appelait, il y a longtemps déjà, la préférence française pour le chômage. Mais sur, si vous voulez, sur les détails de ce plan et leur caractère ou non critiquable, ça, je ne peux absolument pas me prononcer. Non, ce qui semble quand même, ce qu'on peut dire peut-être, et après nous en resterons là sur le sujet, c'est qu'elle entérine un rapport de force qui, avec des millions de chômeurs, est plutôt défavorable aux salariés. Alors peut-être que le fait d'entériner ce rapport de force est un réalisme sain, si vous voulez, dans le sens où il va permettre effectivement de débloquer les embauches. On peut aussi comprendre qu'il y ait à gauche des gens qui sont désolés. Voilà. Oui, c'est vrai, mais il est vrai aussi que si les salariés manifestent, s'ils font grève, le plan pourra être abandonné et la scission entre le monde du salariat et le monde du précariat risque ainsi de se perpétuer, voire de s'approfondir. Mais je ne serai jamais ministre de l'économie, ni ministre du travail, et donc je reviens plutôt d'Angela Merkel, à des sujets. Angela Merkel en héroïne de la gauche de gauche. Alors je vais traiter de deux sujets, si vous voulez bien. D'accord. Parce que ce manifeste est extrêmement violent, c'est la guerre des gauches, dit-on, et en effet, Martine Aubry et les co-signataires ne mâchent pas leurs mots sur deux sujets d'une grande importance morale à leurs yeux, la déchéance de nationalité et les propos de Manuel Valls à Munich sur les réfugiés. Voilà. La déchéance de nationalité, d'abord. C'est très intéressant parce que le texte nous dit, avec un certain lyrisme, que pour la gauche, l'identité française doit être républicaine. Elle se définit comme une communauté non pas d'origine, mais de destin fondée sur des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Tout cela est bel et beau, mais justement, quelque chose s'oppose à ça dans la loi. Que constate-t-on aujourd'hui en France? Un documentaire passé à la télévision récemment l'a montré. Les réalisateurs demandent à des élèves d'une classe de banlieue, s'ils sont français, tous répondent oui. Et deuxième question, vous sentez-vous français? Tous répondent non. Donc précisément, il y a de la part d'une partie importante de la population française, au sens administratif du terme, un refus de la France, donc une sorte de déchéance de la nationalité. Avec ce petit correctif que c'est un tout petit peu ce qu'on attend d'eux maintenant, c'est-à-dire on leur tend au micro pour qu'ils disent cela aussi. Je ne crois pas, parce qu'il semblerait que les réalisateurs aient été extrêmement surpris. Donc nous heurtons à ce phénomène-là. Et ce phénomène doit être analysé et combattu. Peut-être cette mesure n'est-elle pas la bonne, mais s'enivrer de grands mots comme communauté fondée sur des valeurs de liberté, pour ne pas voir cette espèce de déchirure française qui pourtant crève les yeux, c'est un exploit qui me laisse rêveur. Oh, mais ne pas voir, c'est bien ce que vous avez décrit au fil des semaines, en parlant des sociologues, des anthropologues, dont c'était un peu le métier. Oui, mais là, tout d'un coup, ce sont aussi des responsabilités. Et le même travers se manifeste sur le deuxième problème, c'est-à-dire l'indécent discours de Munich à propos des réfugiés. Non, Angela Merkel n'est pas naïve. Monsieur le Premier ministre, non, elle n'a pas commis une erreur historique. Non, elle n'a pas mis en danger l'Europe, elle l'a sauvée. Elle l'a sauvée du déshonneur. Et c'est marrant parce qu'il y a une photo de Nicolas Demorand. Nicolas Demorand aussi était très colère sur ce discours. Il a vertement engueulé le président de la République à ce sujet. Bon, mais c'est très bien. C'est-à-dire, elle a sauvé l'Europe du déshonneur. Mais de quoi parle-t-on? Vous avez cité ce titre du Monde au lendemain de l'appel de Martine Aubry et d'Axel Kamm. C'était « L'Europe se désintègre ». La première conséquence de la décision d'Angela Merkel, et c'est précisément la désintégration de l'Europe, parce qu'elle a encouragé tous les réfugiés de Syrie et d'ailleurs d'Irak, d'Afghanistan, d'Iran même, à venir en Europe. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les différents pays européens, Allemagne comprise, sont en train de fermer leurs frontières parce que précisément ils ne peuvent plus faire face à ce que Peter Sloterdijk lui-même appelle une submersion
migratoire. Donc, voilà. Alors, on pourrait dire dans un premier temps qu'il s'agit de morale, de conviction. On ne se soucie pas des conséquences pour affirmer ses convictions. C'est ce que vous avez dit à propos de Madame Merkel, d'ailleurs. Mais je trouve que conviction est un trop beau mot pour ce qui se joue là. Car de quoi s'agit-il en réalité ? Il s'agit de se contempler avec une satisfaction ému dans le miroir de la morale. Il s'agit d'une véritable explosion de narcissisme. Et si vous voulez, ce texte est un texte assassin, puisqu'il s'agit vraiment de tuer la gauche du gouvernement, la gauche actuelle du gouvernement, mais c'est aussi un texte suicidaire. La gauche de gauche est une gauche castafiore qui vient d'abdiquer toute prétention au pouvoir, avec des propos aussi inconsidérés, aussi narcissiques que cela. D'accord, mais on ne peut pas simplement avoir non plus un discours simplement de fermeture des frontières en disant, voilà, ce sera notre politique migratoire. Ça n'est pas possible non plus. Non, ça n'est pas possible non plus. C'est tout de même un peu ce que font un certain nombre de pays aujourd'hui. Ceux qui sont, il est vrai, en première ligne. Nous, non seulement, nous ne sommes pas sur le chemin des réfugiés, mais en plus, ils ne veulent pas venir chez nous, donc. Évidemment. Mais donc, Alain, comment réconcilier là les deux morales, quand même ? Alors, que dit la morale politique sur cette question ? C'est ce que fait Angela Merkel elle-même, puisque l'Allemagne pratique une politique de plus en plus dure, et qu'Angela Merkel, nous l'avons dit, vient supplier Erdogan, si vous voulez, d'arrêter en Turquie les flux migratoires. Bon, oui, alors, quand il aura cessé de négocier avec Daesh, peut-être ce sera possible. Voilà. Mais que faire Comptons sur Erdogan. Que faire maintenant ? Je conçois que la question est très difficile, mais quand je vois les porte-paroles de l'ONU chapitrer l'Europe, la réprimander pour sa politique, je tombe des nues. Après le pape ? Oui, il s'agit d'un problème mondial qui doit être traité par la communauté internationale tout entière. Si, en effet, des réfugiés doivent être accueillis parce qu'ils fuient les zones de guerre, il ne revient pas à l'Europe seule de les recevoir. C'est une tâche qui incombe à tous les pays du monde qui sont aujourd'hui en paix. Et je le répète, c'est une tâche qui incombe au premier chef, aux pays frères, c'est-à-dire aux États du Golfe, aux monarchies pétrolières. Je vous rappelle en plus qu'on attend 1 million de réfugiés cette année encore. Oui, et nous avons vu, et nous avons eu l'occasion de le dire, les réfugiés ne se réduisent pas à leur dénuement, ils sont porteurs d'un monde. Les agressions de Cologne, c'était le choc des civilisations au quotidien. Il est temps d'ouvrir les yeux. Je ne plaide pas pour une politique de fermeture absolue, mais dire qu'Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe alors que du fait de ses déclarations, l'Europe est au bord de mourir, je trouve ça un tout petit peu curieux. Alors la gauche, est-ce que vous pensez que la gauche aubry, donc, c'est le contraire de la gauche Finkielkraut, vraiment très vite, est-ce que la bataille est perdue, Alain Finkielkraut ? Non, je ne sais pas si la bataille est perdue. J'ai peur, en effet, que cette gauche-là l'emporte sur l'autre, mais encore une fois, si elle le fait, elle se condamne à être ultra minoritaire. Et à ce moment-là, il se produira une recomposition du paysage politique dont je ne suis pas sûr qu'elle soit souhaitable, parce qu'il y aurait un grand parti modéré. L'UMPS, par exemple, qu'on pourrait appeler l'UMPS. Voilà. Une gauche de gauche campée sur ses principes et un seul véritable parti d'opposition et d'alternance qui serait le Front National. Ce n'est pas le scénario que je souhaite. Eh bien, moi, je suis pour la gauche Finkielkraut, résolument. Et avant de nous séparer, chers auditeurs, une bonne et une mauvaise nouvelle. Et bien sûr, je commence par la mauvaise. Après ces semaines chargées, Alain Finkielkraut, vous avez mérité quelques repos. Nous serons donc absents la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que dès mercredi, pour patienter, on pourra vous lire dans le nouveau numéro de Causeur qui sera disponible en kiosque. Et bien sûr, on pourra aussi vous réécouter sur causeur.fr et sur rcj.org. Nous nous retrouverons donc le 13 mars. Bonne semaine à tous.